Bonjour et bienvenue dans Le Monde en question, un programme destiné à éclairer les grands enjeux de notre époque. Un programme proposé par Citizen Web, votre web TV. Pour ce nouveau numéro du Monde en question, on va s'intéresser aux relations franco-algériennes. Rien que ça. La France et l'Algérie sont liées par une relation passionnelle qui plonge ses racines dans une histoire commune, une histoire tragique qui, 60 ans après l'indépendance, continue de nourrir tensions et incompréhensions. La colonisation et la décolonisation restent des sujets de crispation entre Paris et Alger. En France, l'obsession autour des questions de l'identité, de l'immigration ou encore de l'islam entretiennent une sorte de refoulé colonial à l'égard de tout ce qui rappelle, de près ou de loin, l'Algérie. Du côté algérien, si le renouvellement générationnel contribue à une prise de distance avec ce passé douloureux, continue d'instrumentaliser ce passé qui ne passe pas. Ainsi, depuis l'indépendance en 1962, les deux pays ne sont jamais parvenus à cicatriser leurs plaies. Certes, Emmanuel Macron a voulu faire de la réconciliation avec l'Algérie un axe fort de son quinquennat. Il a ainsi multiplié les gestes d'apaisement. Une démarche qui n'a pas eu l'effet escompté et qui a abouti finalement à une énième crise entre les deux pays. Mais au-delà des querelles historiques et diplomatiques, la relation franco-algérienne revêt plus que jamais une dimension humaine. Celle-ci est incarnée par une diaspora et par des binationaux franco-algériens qui nourrissent un flux continu, un pont invisible entre les deux pays. Dès lors, on est en droit de se poser la question de l'existence possible d'une mémoire commune, d'intérêts communs, bref, d'un avenir commun entre les deux pays et sociétés. Autant de bases de discussion avec notre invité, Karim Amellal. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. Comment vous pourriez finalement définir ce chemin idéal vers une réconciliation franco-algérienne, notamment sur la base du rapport Stora ? Je crois qu'il y a deux dimensions à ce sujet. Il y a une dimension qui est bilatérale, qui est diplomatique, qui est politique entre deux pays, la France et l'Algérie. Et puis il y a une autre dimension qui est beaucoup plus franco-française, qui est une réconciliation entre nous sur plusieurs générations, parce que c'est un vieux sujet, la guerre d'Algérie maintenant. C'est un sujet qui a progressé sur le plan générationnel. On en est à la deuxième, troisième, peut-être même quatrième génération issue de la guerre d'Algérie. Et puis parce que la guerre d'Algérie, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est plein de mémoires qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent parfois, et qu'il faut justement parvenir à réconcilier. On distingue évidemment les petits-enfants maintenant des indépendantistes algériens, on distingue les petits-enfants des rapatriés, des pieds noirs, dans leur multitude, on parle d'ailleurs de monde pieds noirs au pluriel, les petits-enfants des anciens combattants, des appelés du contingent qui ont été se battre en Algérie et qui ont une mémoire importante qu'il faut connaître et reconnaître. Et puis, quatrièmement, la famille des petits-enfants des Juifs d'Algérie. Et les harkis, évidemment, qui sont aussi une famille, évidemment, très très importante sur le plan mémoriel. Et par rapport auquel il y a un travail considérable qui a été fait et qui reste encore à faire. Et je crois que le travail de Benjamin Stora, le rapport qu'il a écrit, qu'il a présenté au président de la République, eh bien, entrevoit, ou en tout cas trace un chemin sur ces deux dimensions, mais plutôt davantage sur la dimension franco-française, on pourrait dire. Et notamment par rapport aux harkis, mais aussi par rapport aux petits-enfants d'indépendantistes et tous ceux que j'ai évoqués. Cette approche est sans doute un peu différente de celles qui ont précédé, parce que c'est une approche qui se veut beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique, et qui considère qu'il y a eu beaucoup de discours, qu'il y a eu beaucoup de paroles, y compris des paroles de reconnaissance d'ailleurs, qui ont été prononcées par les présidents de la République successifs, et que plutôt que des grands discours ou à nouveau des grandes paroles, il vaut mieux avancer par actes, par gestes concrets.
C'est ce qui a été fait et c'est la démarche qu'a préconisé Benjamin Stora et puis qu'a adopté le président de la République sur des choses très concrètes, la restitution des crânes de résistants algériens qui étaient au musée de l'Homme, la restitution à l'Algérie, la reconnaissance, c'est une dimension essentielle de ce travail de mémoire sur lequel il faut avancer et sur lequel il faut encore faire bien davantage, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'assassinat, dans la disparition de Maurice Audin, par exemple, ce militant communiste mathématicien qui a été enlevé par l'armée française et qui a été assassiné par l'armée française. Ce travail de reconnaissance a été fait et au nom de la France, le président de la République a reconnu la responsabilité de la France dans cet acte-là. Ça a été fait pour Ali Boumengel, qui était un avocat très important de la cause nationaliste, indépendantiste. Et là encore, le président Macron a reconnu la responsabilité de la France. Ça a été fait au moment du 17 octobre et de la commémoration de ces massacres et de la responsabilité qui a été évoquée, effectivement, de Maurice Papon par rapport à ces massacres. Bien sûr, on peut considérer... Les termes étaient un peu plus équivoques. On peut considérer... On n'a pas parlé de responsabilité ni de la France, ni de la République, mais de Maurice Papon. D'un simple préfet de police qui a déjà le dos bien large par rapport à l'histoire de France. Et effectivement, mais qui était plus qu'un préfet de police, puisque Maurice Papon avait non seulement une histoire au moment de la collaboration, mais aussi une histoire en Algérie. Et que c'est vrai que c'est le fait d'un homme en particulier, mais sans doute aussi, et je peux être d'accord avec vous, le fait d'un système beaucoup plus large. Mais ces affaires-là, et le 17 octobre notamment, c'est une affaire d'équilibre. Et l'équilibre est toujours, d'une certaine manière, source d'insatisfaction, d'un côté comme de l'autre, et souvent des deux côtés. Vous avez tout à fait raison. Et puis, notamment, il faut reconnaître la démarche dans laquelle s'est inscrit le président Macron, une démarche qui ne va pas de soi, eu égard aux crispations extrêmement fortes qui s'expriment à l'égard de notre relation à ce passé. Mais en même temps, notre incapacité à mettre les mots justes sur les choses qui sont établies par les historiens continue à faire défaut et à signaler finalement la difficulté pour un État comme la France de reconnaître clairement un certain nombre de faits. Comment, par exemple, ne pas associer finalement la Ve République, quand vous dites que c'est un système tout entier qui pourrait être mis en cause? En réalité, on oublie souvent de rappeler que la guerre d'Algérie est liée à notre régime actuel, dans la mesure où le régime de la Ve République est né dans un contexte qui est celui de la guerre d'Algérie, que le président de l'époque, président de Gaulle, a lui-même pu initier le basculement vers l'élection du président de la République au suffrage universel direct après une tentative d'assassinat à son encontre, et qu'il a pu donc faire basculer le régime dans un régime présidentialiste. Je ne reviens pas sur le fait qu'il est arrivé au pouvoir parce que la IVe République n'a pas su apporter de réponse aux incidents, comme on disait à l'époque, en Algérie. Bref, ce passé, en même temps, garde une prégnance extrêmement forte. Aujourd'hui, la vie politique française reste extrêmement, alors pas forcément écrasée, mais animée par ces souvenirs. Il y a un certain nombre d'acteurs, aujourd'hui politiques, de premier plan, de second plan, de notre vie publique, qui ont un lien direct avec l'Algérie, avec ce passé. Comment justement essayer d'étayer, d'emprunter une voie qui est celle de l'apaisement, alors que finalement des acteurs qui ne sont pas du passé mais du présent continuent à nourrir une forme de ressentiment? Vous avez raison de dire que cette histoire est évidemment très prégnante, elle est consubstantielle à la naissance de la Ve République, et en outre, elle continue d'être brûlante encore aujourd'hui, et d'être aussi l'objet d'une instrumentalisation, j'ose pas dire massive, mais quand même très importante, en particulier à l'extrême droite de l'échiquier politique, par un certain nombre de personnalités politiques bien connues. Ça n'est pas quelque chose de nouveau, et on se rend compte que l'Algérie, dans ses multiples dimensions, cette histoire-là, la guerre d'Algérie, la relation entre la France et l'Algérie, continue d'être otage de récupération et d'instrumentalisation, encore une fois, une partie très très claire de l'échiquier politique. En revanche... Est-ce que, Éric Zemmour, pour ne pas le citer, n'incarne pas en soi
à travers son De histoire. façon paradoxale, oui, oui, bien sûr, toute évidemment. Cette dimension pathologique de notre rapport à l'Algérie. Je pense, parmi d'autres personnalités d'extrême droite, et parfois pas que d'extrême droite d'ailleurs, et c'est d'une certaine manière encore un gagne-pain électoral. En tout cas, ça fait l'objet d'une instrumentalisation politique. Et lui, effectivement, en fait partie, ou en tout cas fait partie de ceux qui utilisent ça sur le plan politique et sur le plan électoral. Mais je crois qu'il faut distinguer le champ politique, même si ce n'est pas toujours évident, et ces récupérations-là, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, de l'évolution des consciences, des mentalités, des représentations. Je le disais à travers votre première question, on en est aujourd'hui à deuxième, troisième, peut-être bientôt quatrième génération issue de cette histoire-là. Et le temps passe, il passe en Algérie et il passe en France aussi de la même manière. Et ça veut dire que la vivacité, le côté brûlant, purulent, même parfois douloureux de cette mémoire, qui est encore très présent chez les harkis, parce que la mémoire s'est considérablement transmise, est peut-être moins vivace au sein d'autres groupes de mémoire. Et en tout cas, il est certain qu'il est temps aujourd'hui, et on ne va pas y arriver en une journée, on ne va pas y arriver en un mandat. Ça va prendre encore beaucoup de temps parce qu'il faut beaucoup d'actes, il faut beaucoup de paroles et il faut une forte volonté politique pour le faire. Mais il est certain qu'il est temps de, je ne vais pas dire commencer parce qu'il a été commencé auparavant, mais de poursuivre et d'accélérer ce travail de réconciliation, au moins de réconciliation entre nous, entre les mémoires françaises qui sont issues de la guerre d'Algérie. Et je crois que si les conditions internationales sont réunies, en tout cas avec l'Algérie, mais je crois qu'en France, effectivement, il est temps d'accélérer. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce que vous appelez les mémoires, ou votre capacité à conjuguer au pluriel la mémoire et notre rapport à l'Algérie, reflète aussi finalement le caractère pluriel de notre propre société. Et que c'est peut-être aussi deux aspects qui se rejoignent, à savoir l'aspect lié finalement aux relations purement diplomatiques entre États, et de l'autre une dimension plus sociétale et liée précisément à la difficulté des deux sociétés, françaises et algériennes, de définir leur propre identité. Est-ce que précisément vous pourriez considérer que les Français sont d'une certaine manière aussi algériens ? Il y a une part d'algérianité, entre guillemets, qui s'est transmise et qui fait que nous pourrions tous, en tant que Français, non pas nous définir, mais reconnaître un lien avec ce pays encore aujourd'hui. J'en suis absolument convaincu, et d'ailleurs je crois que le président Macron a eu l'occasion de le dire en reconnaissant qu'il y avait une part vous dites d'algérianité, une part même d'Algérie dans la nation française et dans nos représentations en la matière. Et comme il y a une part de Maghreb, comme il y a une part d'Afrique, comme il y a une part de Méditerranée, parce que la France c'est tout ça, et ce sont tous ces récits, ce sont toutes ces trajectoires entremêlées qui font la France, qui font notre pays. Alors c'est important de le dire, c'est important de le faire connaître, et c'est important de le reconnaître. Et ces actes de reconnaissance et finalement la politique qui en découle, qui doit être une politique de reconnaissance, qui, à mon sens, doit aller très très loin sur le plan historique, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pas comme ça pour faire joli ou même pour gagner une élection, parce que ça n'a pas de sens. Elle est nécessaire d'une part parce que, encore une fois, c'est consubstantiel à la façon dont notre pays s'est fabriqué à travers les âges, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous devons collectivement admettre que nous sommes cela. Et puis parce qu'il faut parvenir à dépasser, sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres, on pourrait parler du Rwanda par exemple, on pourrait parler de l'Afrique plus généralement, il faut parvenir à dépasser pour continuer à faire nation,
de façon ouverte, de façon inclusive, l'ensemble de ces pages sombres, l'ensemble de ces zones d'ombre, l'ensemble de ces moments collectifs où la France n'a clairement pas été à la hauteur des idéaux et des valeurs qu'elle porte, où la République a fait défaut. C'est le cas, non pas s'agissant de la guerre d'Algérie, mais en réalité dans un temps et sur un temps beaucoup plus long, qui est celle de la colonisation. Je crois que c'est tout cela qu'il faut admettre et reconnaître, parce que c'est ce que nous sommes et parce que c'est ce qui doit nous permettre d'avancer en tant que nation. Alors, merci. Et en vous écoutant... De rien. C'est un discours qu'on n'entend plus et qui n'est pas à la mode, si j'ose dire. Et c'est aussi peut-être un type de discours qu'il faudrait plus entendre dans un contexte marqué précisément par la conflictualité. Or, cette conflictualité, peut-être est-elle nourrie par une représentation de l'Algérie en France, une représentation des Algériens en France. Mais quand même, c'est une question qui peut peser aussi sur notre rapport, y compris politique, avec l'Algérie. Comment vous, à titre personnel, pourriez définir l'Algérie qui vous habite, d'une certaine manière, et celle des Algériens ? Moi, à titre personnel, les choses sont assez claires, mais en même temps, s'agissant d'Algérie et des relations entre la France et l'Algérie, elles ne sont jamais tout à fait... Vous pouvez dire 2 mots sur votre propre histoire personnelle. Moi, je suis franco-algérien. Très concrètement, ça veut dire que j'ai la double nationalité. J'ai la nationalité algérienne et j'ai la nationalité française. Et je suis ambassadeur de France, comme quoi c'est possible. Et donc, j'ai un rapport qui est... assez clair avec l'Algérie, puisque j'y ai vécu, mon père est algérien, et j'ai évidemment un infini respect et un amour, une affection considérable pour les Algériens. Et je comprends cette histoire, je comprends leur histoire, je comprends leurs préoccupations, y compris leurs préoccupations identitaires ou mémorielles, et parfois, d'une certaine manière, un antagonisme qui perdure par rapport à la France, qui reste en Algérie, et vu depuis l'Algérie, l'ancienne puissance coloniale. Et on ne peut rien faire contre ça, on ne peut pas réécrire l'histoire. En revanche, on peut faire en sorte que l'histoire soit clairement établie. C'est le travail des historiens, qu'elle ne soit pas l'objet de récupération politique de part et d'autre, d'instrumentalisation multiples, et que aucune des pages d'ombre de cette histoire ne reste dans l'ombre, c'est-à-dire essayer de dire toute l'histoire, rien que l'histoire, mais toute l'histoire. Et je crois que ça, c'est notre responsabilité collective, et c'est ce que moi, en tant que franco-algérien, et en tant que personne qui connaissent les 2 pays et qui suit des 2 pays finalement, c'est mon histoire. C'est à ça que je peux, avec tellement d'autres, vous parliez de diaspora algérienne en France, essayer de contribuer. Et je crois que sur ces sujets-là, mais dans un esprit d'apaisement évidemment, de réconciliation, je ne sais pas, mais surtout d'apaisement, la diaspora algérienne en France peut contribuer. Parce que vous avez raison de dire que les représentations, les perceptions de l'Algérie en France sont bien souvent stéréotypées et donc objet de fantasmes, de passions. C'est pas complètement irrationnel compte tenu de ce qu'est l'histoire entre la France et l'Algérie, qui est une histoire de passion et donc d'émotion évidemment, qui continue d'être charriée. C'est pour ça que le travail de mémoire est essentiel. De la même manière qu'en Algérie, la France est l'objet de représentations biaisées, de stéréotypes et de passions aussi. Parce que entre nos 2 pays et entre mes 2 pays, il ne peut pas en être autrement. Et je crois qu'il faudra plus que la volonté d'un seul homme, aussi puissant soit-il, président de la République française ou président de la République algérienne, pour faire autrement. Je crois que c'est un travail non seulement de longue haleine, qui s'inscrit dans le temps long, mais je crois que c'est un travail collectif. C'est pour ça que, certes, il doit y avoir une impulsion politique, il doit y avoir ce travail-là, encore une fois, à la fois sur le plan bilatéral et puis entre nous, entre Français, issus de la guerre d'Algérie. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est pour ça que l'éducation nationale a un rôle essentiel à jouer, c'est un travail qui doit être beaucoup, beaucoup plus enraciné dans la mémoire collective. C'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça que les médias ont un rôle à jouer, un rôle positif de préférence. C'est pour ça que l'éducation nationale, l'école, c'est un sujet essentiel, la question de la guerre d'Algérie sur les mémoires, dans les manuels scolaires, qui n'est à ce stade pas du tout suffisante, et c'est un euphémisme. Et je crois que c'est tout ce travail
travail-là qu'il faut conduire. C'est, du reste, le rôle de la commission qui est présidée par Benjamin Stora, à laquelle j'appartiens, qui réunit des historiens, des personnalités, des gens qui ont un lien avec l'Algérie et qui essaye, conformément à la méthode préconisée par Stora, de progresser ou de faire progresser les choses de façon très concrète. Éducation nationale, la mobilité, les artistes, les œuvres d'art, etc., etc. Et je crois que c'est toute cette démarche collective qui, au fur et à mesure, des deux côtés, et avec la France et avec l'Algérie et avec les deux pays ensemble, eh bien, peut produire des fruits. Eh bien, je pense qu'on a assisté là à la déclinaison d'une véritable feuille de route pour pourquoi pas un futur traité d'amitié dont on a parlé à un certain moment dans notre histoire contemporaine. Des actes plus qu'un traité d'amitié. Bien sûr. Mais en tous les cas, la feuille de route, elle est là, si je vous ai bien entendu. Merci beaucoup, Karim Amlal, monsieur l'ambassadeur. Et je vous donne, quant à vous, rendez-vous pour un prochain numéro du Monde en question.